Bien bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour parler un petit peu de ce que tu fais de Remake. Ce que je te propose, c'est que tu commences par nous raconter un petit peu qui tu es et ce que tu as fait avant de monter Remake. Alors, Nicolas, ravi. J'ai monté Remake Asset Management avec David Sexig. Donc, nous sommes deux associés pour constituer une nouvelle société de gestion spécialisée dans les fonds immobiliers, avec une vocation de s'adresser à la clientèle privée, donc aux épargnants. Et donc, derrière, évidemment, des sous-jacents de type SCPI et autres produits à destination de cette clientèle-là. Nous sommes une société de gestion indépendante, donc on a une liberté d'action très importante dans notre stratégie, dans notre développement. Nous sommes une dizaine de personnes, dont la quasi-intégralité de cet effectif a déjà une expérience longue et probante dans le monde de la gestion immobilière et régulée. Ça, c'est important. On va maintenant parler un petit peu de Remake Live, la fameuse SCPI que vous avez montée et donc la raison pour laquelle vous venez nous en parler un petit peu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros quelle est la stratégie, quels sont les objectifs de Remake Live et en plus de ça, on notera que donc, Remake Live c'est une SCPI sans frais de souscription, ce qui est extrêmement novateur sur le marché de la SCPI où on trouve des frais de souscription qui varient entre 8 et 12% en moyenne. Donc on est vraiment dans un nouveau monde avec ce support. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi vous avez pris ce choix? Quel est l'impact pour l'épargnant? Justement, premier produit, une SCPI sans commission de souscription. Nous, on considère que pour vendre un modèle comme celui-là, il faut être un pure player de ce modèle-là. Et donc, du coup, le premier produit qu'on a lancé, qui est sans commission de souscription, probablement s'accompagnera d'autres produits qui seront dans la même thématique. La logique, en fait, que nous avons, c'est de dire pourquoi devrait-on payer pour voir? Il se trouve que dans les SCPI classiques, on exige beaucoup d'efforts de la part de l'épargnant pour entrer dans le produit. Si ça se passe bien, il est ravi. Si ça se passe pas bien, il a commencé par payer. Donc, le principe de payer pour voir, on le comprend pas très bien. C'est pas notre premier coup d'essai sur les SCPI sans commission de souscription. On connaît un petit peu ce sujet-là. Et donc, ce qu'on souhaite dire aux épargnants, c'est de dire finalement, et si vous consommiez votre épargne? C'est-à-dire que, et si vous ne payez finalement vos frais de gestion que dans la mesure où vous êtes satisfait de la performance que vous obtenez? En fait, c'est le principe de tous les produits d'épargne généralement, c'est que vous avez des frais d'entrée faibles et puis des commissions de gestion qui viennent rémunérer la société de gestion, et tant que vous êtes satisfait de votre placement, vous n'avez pas vocation à vendre, et donc il y a un alignement d'intérêts qui nous semble être parfait. Donc on a promu effectivement une SCPI sans commission de souscription. Attention, ça ne veut pas dire low cost, c'est-à-dire que toute gestion a besoin de vivre correctement avec des gérants de qualité. Donc sur votre durée d'investissement, en général, les frais ne sont pas tellement différents d'une SCPI qui a de grosses commissions de souscription, mais c'est simplement que vous avez cette liberté de pouvoir arbitrer plus facilement votre SCPI parce que vous n'avez pas déjà payé 10% pour rentrer. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut vous interpeller sur le fait que la SCPI, ça reste un produit qui est long terme, et donc en supprimant les frais de souscription, même s'ils sont reportés en partie dans les frais de gestion, est-ce que vous n'avez pas peur que les clients ne se rendent pas forcément compte que la SCPI reste un produit qu'on doit garder longtemps et qu'ils aient envie d'arbitrer plus rapidement? J'ai deux réponses à apporter à cela. La première, c'est une réponse un peu statistique. Il y a des statistiques dans le marché qui disent qu'un investisseur dans une SCPI reste en moyenne une vingtaine d'années. Alors, plus il est jeune, plus il a tendance à être mobile parce qu'il peut avoir des choix de vie qui sont différents d'une personne plus âgée. Mais en tout cas, un investisseur reste très longtemps dans sa SCPI, ça veut dire qu'il est quand même satisfait de son investissement. Ça, c'est le premier point. Et on ne voit pas pourquoi le fait de ne pas avoir de frais d'entrée accélérerait finalement cet arbitrage. Quand on regarde aussi dans l'assurance vie, parce que nous sommes également éligibles à l'assurance vie, pareil, les durées de détention de l'unité de compte, nous dit-on, sont d'une douzaine d'années. Donc vous voyez, tant qu'on est satisfait de la performance, on reste, donc il n'y a pas de raison. Ce qu'on a mis en place en revanche pour éviter les effets finalement d'opportunité, parce que c'est vrai qu'un produit qui n'a pas de frais d'entrée, on a envie d'entrer et puis de sortir, c'est pas l'objet d'une SCPI que d'avoir des durées d'investissement courtes, je le rappelle, durée d'investissement recommandée 10 ans, et c'est en général le cas pour les SCPI, c'est le cas pour Remake Live. Eh bien, on dit à nos investisseurs qui voudraient sortir avant 5 ans qu'ils seraient pénalisés de 5%. Donc, au-delà de 5 ans, il n'y a pas de pénalité. Avant 5 ans, on met en place une pénalité, justement pour expliquer, regardez dans la durée. Je rappelle que l'immobilier déploie toute sa performance, non pas en une durée très courte, mais dans des durées d'investissement plus longues. D'accord, c'est très clair. Alors donc du coup sur Remake Live, pour revenir un petit peu plus sur la stratégie, les objectifs, la géographie, les secteurs, qu'est-ce que vous targetez pour cette année Alors, nous, déjà, fondamentalement, donc Remake Live a 1 an d'ancienneté, donc c'est une jeune SCPI, mais on n'est pas à notre premier coup sur les SCPI chez les gérants de Remake Asset Management. Donc on a pu toucher à plein de SCPI différentes, plein de produits immobiliers différents, notamment pour les clients particuliers.
Et donc, on voit ce qui plaît et ce qui plaît moins bien. Ça, c'est le premier point. Donc, on a construit le produit pour essayer de plaire justement à la clientèle qu'on a croisée depuis une vingtaine d'années. Le deuxième point, c'est qu'on voit finalement que dans les SCPI, il y a souvent en fait des gestions assez thématisées. C'est-à-dire que je vais avoir une stratégie d'investissement qui va porter sur une catégorie d'investissement particulier, donc sur un secteur particulier, les bureaux, la logistique, l'habitation, peu importe, et puis généralement aussi sur une géographie. Et donc finalement, on a des SCPI qui vont adresser un quantum d'investissement relativement étroit, qui pose plusieurs questions. La première, c'est de dire, est-ce que vous, en tant qu'épargnant, si vous n'êtes pas vraiment au courant de l'immobilier d'entreprise en général en Europe, est-ce que vous avez envie de prendre une exposition particulière au bureau en France, par exemple? Vous pouvez très bien le prendre, mais il faut quand même comprendre que vous êtes devant un risque spécifique qui est intimement lié à la macroéconomie française, à son taux de chômage, aux évolutions de l'offre et la demande de l'immobilier de bureau en France, aux évolutions aussi de l'usage du bureau qui peut jouer de façon cyclique. Et donc, vous prenez quand même des risques liés à ce cycle. Nous, on considère que quand on s'adresse à des épargnants qui ne sont pas forcément tout à fait au courant de toutes ces particularités-là, eh ben nous, on préfère viser finalement ce qu'on appelle de la performance absolue. On préfère être opportuniste, être le plus large possible dans notre stratégie d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on investit de l'immobilier d'entreprise partout en Europe. Et donc, vous imaginez que notre scope, notre périmètre d'investissement, en fait, est beaucoup plus large, et ça nous permet d'avoir une stratégie plus opportuniste, d'aller finalement là où on sent qu'il y a peut-être des coûts à faire, des opérations à faire, des cycles de marché en fait à capturer. D'accord, donc en fait, Remake Life, c'est une offre qui est diversifiée en soi, qui permet aux clients de ne pas forcément aller chercher 50 supports différents, puisque en venant chez vous, il va avoir les secteurs et les géographies qu'il souhaite, sans avoir à se construire son portefeuille lui-même, si je comprends bien. Exactement, et donc ça implique finalement d'avoir confiance dans le gérant, parce que nous, on ne va pas vous dire qu'on va faire du bureau en deuxième couronne de telle ou telle ville, on va vous dire qu'on va faire de l'immobilier entreprise en Europe. Donc il faut évidemment une certaine confiance dans la capacité du gérant à faire. Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça? C'est que nous avons une équipe de gestion expérimentée. À titre personnel, avec David, on a investi dans 11 pays différents dans notre carrière. Le risque en fait de l'investissement européen, c'est plutôt les risques opérationnels, c'est-à-dire quelle est la culture du pays dans lequel on investit, comment on investit, le rôle du notaire, le rôle des brokers, des avocats, la fiscalité, les frottements, l'accès au financement. Donc l'investissement à l'étranger, c'est pas rien, c'est une complexité et c'est du process et il faut savoir évidemment processer cet investissement. La deuxième particularité, c'est que il faut aussi avoir une connaissance de ces marchés-là du point de vue de leur cycle économique. Donc il faut avoir une espèce d'intelligence économique pour savoir si c'est opportun ou pas de pénétrer dans ce marché-là ou plutôt de vendre. Donc il faut être très mobile, très agile et comprendre comment on travaille l'investissement immobilier à l'étranger. D'accord, très clair. Et en termes de pays, est-ce qu'il y a des pays en Europe sur lesquels vous savez que vous n'avez pas l'expertise pour aller ou d'autres sur lesquels vous savez que vous connaissez par cœur et là vous y allez? Alors en fait, il y a une dose d'apprentissage effectivement, mais on n'y va pas généralement seul, on se fait accompagner de conseils. Mais ce qui va faire qu'on va aller dans un pays ou dans un autre, ça va être un certain nombre de critères qui vont notamment avoir trait à la fiscalité. On est dans une SCPI, donc du coup, vous savez, vous avez des régimes de fiscalité en fait locaux qui sont plus ou moins différents. En Italie, en Espagne, ça fonctionne pas de la même façon. Donc on va exclure un certain nombre de pays de notre scope d'investissement pour des raisons purement fiscales. On va exclure aussi nos pays, ou plutôt inclure des pays, parce qu'on pourra avoir un accès à la dette localement. Remake Live, en fait, peut s'endetter jusqu'à 40% et en cible 20 ou 30%. Et donc du coup, on va peut-être regarder des pays sur lesquels on pourra aller chercher de la dette, à condition évidemment qu'elle soit à des niveaux intéressants, parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Et puis on va regarder aussi tous les frottements liés aux droits d'enregistrement. Il y a des pays sur lesquels les droits d'enregistrement peuvent être très élevés, donc du coup assez punitifs en matière de performance. Donc on va faire ces choix-là. Une fois qu'on a fait ça, après, on est ouvert à tout type d'investissement. Ce qu'on ne fera pas en revanche, et ça c'est un choix complètement assumé, c'est qu'on n'ira pas chercher du risque de change. Dans des stratégies d'investissement immobilier en Europe, vous en avez qui acceptent ce risque de change. Nous, on ne le prendra pas, et si on agit en dehors de la zone euro, à ce moment-là, on achètera des actifs en euros avec des loyers en euros. Au pire, on peut couvrir, mais ça coûte un peu cher aujourd'hui de couvrir le risque de change. Donc, il faut être vigilant quand même à l'investissement à l'étranger, sur les risques opérationnels. Est-ce que j'arrive, est-ce que je sais investir à l'étranger, comment je le fais? 2, est-ce que je comprends les cycles de marché? C'est-à-dire qu'il faut que je sois mobile dans ces cycles. 3, est-ce qu'il n'y a pas des complications, est-ce que la monnaie en fait est en euros? Est-ce qu'il n'y a pas des complications en fait fiscales et juridiques à investir à l'étranger? D'accord, c'est très clair. Du coup, pour répondre juste à votre question sur les cibles, on identifie en fait des territoires qui nous semblent être
ouvert à l'investissement SCPI du point de vue technique, mais aussi opportun en matière de cycle. Donc, on considère qu'en Europe du Nord, il y a plus d'opportunités aujourd'hui à investir que dans d'autres pays. D'accord, et ça se traduit par quel pays en pratique? Parce qu'on entend beaucoup parler dans les SCPI de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, peut-être même un peu de l'Autriche. On voit jamais les pays vraiment nordiques, on voit très peu les pays de l'Est, ou à part, je crois qu'il y a une SCPI qui travaille là-dessus, ou des pays, je ne sais pas, comme l'Italie ou la Grèce. Est-ce que ces pays-là, c'est des choses que vous regardez pour être prêt à être opportuniste s'il y a besoin, comme la stratégie le démontre ou... Absolument. Alors, on a la chance d'avoir un deal flow. Donc, le deal flow, c'est l'ensemble des opportunités d'investissement qui arrivent à la société de gestion et qu'on scrute et qu'on regarde régulièrement. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée de l'orientation des prix dans différents pays d'Europe. Donc ça peut créer en fait l'opportunité d'investir dans tel ou tel pays. Et puis par ailleurs, on regarde aussi la macroéconomie de ces pays-là et le niveau du marché immobilier. Tout ça en fait fait converger. Moi je vais vous dire, les marchés de l'immobilier, de façon assez globale, et je fais des généralités, il est largement tiré par le niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on a fait de l'immobilier parce que les taux de rendement servis en immobilier étaient substantiellement supérieurs, par exemple, aux taux obligataires. Du coup, c'était pas mal. Et en plus, j'avais accès à des taux de financement très bas. Donc, je générais ce qu'on appelle un effet de levier. Oui, ça, c'était la réalité d'il y a un an. Aujourd'hui, on a un coût de la dette qui est de 2 à 3% plus cher, en point de pourcentage, à ce qu'il était précédemment. Donc, la conséquence, c'est que de manière mécanique, les prix de l'immobilier doivent s'ajuster. C'est obligé, parce que vous avez en face de vous des acteurs qui vont vouloir acheter votre immeuble. Il va vouloir se financer parce que tout le monde n'a pas forcément des fonds propres pour investir. Donc du coup, il va mettre de la dette, il va arriver à une performance potentielle de son actif. La conséquence, c'est qu'il va exiger un prix plus bas sur l'actif. Si le vendeur ne veut pas vendre, il ne vend pas, c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'on a un marché en deuxième semestre qui a rétréci parce que les vendeurs n'étaient pas prêts à vendre moins cher. Il y a eu quelques opérations qui ont été faites dans de bonnes conditions, mais la réalité c'est que ces opérations sont sorties du marché et donc les prix ne se sont pas vraiment ajustés en France. En revanche, dans tous les pays sur lesquels la dette est plutôt à taux variable, notamment en Europe du Nord, mais aussi dans certains pays d'Europe du Sud, vous avez finalement des propriétaires d'immobilier qui s'étaient endettés à taux variable, qui voient finalement leur taux d'intérêt remonter et parfois être même supérieur au taux de rendement immobilier. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Ils cherchent à vendre parce que c'est plus opportun de porter. Mais quand ils vendent, ils sont en face d'investisseurs qui vont avoir le même comportement qu'eux et qui vont exiger quoi? Une baisse de prix. Et donc la réalité, c'est que vous avez des pays, notamment par exemple prenons l'Irlande, prenons les Pays-Bas, qui réajustent leur prix de l'immobilier beaucoup plus vite que la France, parce que la structure de financement est plutôt à taux variable, alors qu'en France, on est plutôt à taux fixe. C'est la raison pour laquelle, en France, on ne voit pas de dérapage sur les valorisations, on ne voit pas de grosses opportunités apparaître. Ça va venir, parce qu'il y a bien un moment où les dettes qui sont souscrites, qui ont été prises par ces investisseurs vont arriver à échéance, et ils vont se retrouver face à des banquiers qui vont exiger plus de marge, plus de coûts de dette. Et là, peut-être que l'investisseur va se dire, non, je préfère arbitrer. Et s'il doit arbitrer, il va être prêt à abandonner une partie de son prix. Attention, pas de catastrophisme. Ce que je dis juste, c'est qu'il va falloir que les prix s'ajustent pour être cohérents par rapport au monde dans lequel on vit, le monde des taux d'intérêt. En revanche, ce qu'il faut vraiment retenir, et ça j'insiste, c'est que les sous-jacents de l'immobilier d'entreprise, le chômage, l'activité macroéconomique, la production de bureaux, la production d'entrepôts, la production de commerce, tout ça, tout ce qui fait finalement sur le long terme la valeur de l'immobilier, on est dans un niveau de marché qui est très bon. Le taux de chômage en fait est bas en Europe, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'emplois. Donc on a des fondements en fait sur l'immobilier qui sont bons. L'activité locative est bonne, l'activité hôtelière se redresse, le commerce en fait reprend un peu de couleur. Donc du coup, ce qui est important, c'est que ça tient. Ça veut dire que les cash flows immobiliers, ils vont tenir. Et ils seront même peut-être indexés par rapport à l'inflation, donc du coup c'est plutôt pas mal quand on a des flux. En revanche, sur la valeur, forcément, il doit y avoir un ajustement. Mais alors comment ça, puisqu'on en est à parler un petit peu des perspectives 2023 avec cette hausse des taux un petit peu abrupte qui a eu lieu en fin 2022, donc on comprend bien l'impact qu'il va y avoir théoriquement en tout cas sur les prix de l'immobilier. On ne sait pas bien comment ça va se traduire dans les SCPI, puisque beaucoup de SCPI ont le prix de leur part qui est quand même largement sous-évalué par rapport au prix des actifs. Même si jamais cette baisse devait avoir lieu,
Comment est-ce que cela va se traduire par exemple, dans les loyers? Parce qu'on entend beaucoup parler que normalement du fait que les loyers devraient suivre plus ou moins un peu Ouais. l'inflation. Aujourd'hui, on ne sait pas bien si ça va vraiment être le cas. Qu'est-ce qu'on en pense et quel va être l'impact? En fait, dans les SCPI, il y a deux moteurs de performance. Il y a les revenus, donc le fameux Mhm. taux de distribution à la fin des fins. Et puis, il y a l'évolution de la valeur de la part. D'accord. Sur la valeur de la part, le temps que la valeur de la part bouge par un effet mécanique de revalorisation, plutôt de baisse potentielle de la valeur de certains actifs, il va se passer du temps. Les évaluations sont annuelles. Les portefeuilles constitués sont très diversifiés, donc vous pouvez avoir des actifs en fait qui s'apprécient parce que leurs cash flows se sont renforcés, et puis vous pouvez avoir des immeubles qui baissent tout simplement parce qu'ils suivent l'évolution du marché. Et au global, ça vous donne une évolution de votre portefeuille que vous avez constitué, et donc derrière, potentiellement, une valorisation ou une baisse du prix de la part. Donc tout ça va être très très long à se mettre en place. Simplement, ce que je peux vous dire, enfin en tout cas nous ce qu'on pense, c'est que évidemment quand vous avez constitué votre portefeuille immobilier, je parle d'une SCPI par exemple, dans des années où les taux immobiliers étaient très bas, donc vous avez acheté des patrimoines immobiliers à 3%, 4%, 4,5%, et que demain on exige de ces immeubles-là dans le marché qu'ils se vendent plutôt à 4, 5, 6%, toute chose égale par ailleurs, vous devez avoir un repricing, une évolution en fait des prix sur votre stock pour qu'il colle au marché. Donc ce mouvement en fait de la valorisation du portefeuille vers les prix de marché, il va se faire, mais c'est très très lent. Donc il n'y a pas d'alarmisme, pas de catastrophisme, c'est très lent, très. Parce que ce qui fait aussi la valeur d'un immeuble, c'est la qualité de ses cash flows. Donc tant que l'immeuble est loué pour une durée ferme très longue, il n'y a pas vraiment de raison que les taux de rendement exigés remontent fortement. Mais de toute façon, ils vont remonter. Et là où je veux en venir, c'est qu'évidemment, quand vous avez une SCPI qui est déjà constituée, qui a acheté son patrimoine, forcément, elle est plus exposée à une modification de ses prix, à une baisse de ses prix, qu'une SCPI qui constitue son patrimoine dans le marché. Et c'est un peu la chance que nous avons chez Remake Lab, il y a aussi le facteur chance, personne n'avait prévu l'environnement dans lequel on est, c'est que nous, on est en train d'acheter notre patrimoine dans un marché qui bouge. Et si vous arrivez à capturer les bons cycles de marché, les bons points d'entrée, vous êtes non seulement peut-être un peu plus protégé contre des baisses de prix, puisque vous avez déjà pris la baisse de prix, et vous pouvez même peut-être, dans un horizon plus ou moins long terme, créer de la plus-value pour après-demain. Et c'est pour ça que nous pensons que les petites SCPI qui collectent beaucoup, donc les patrimoines qui se déforment très vite, seront peut-être plus, en termes de performance, en fait, apporteront plus de performance que des patrimoines déjà constitués, en fait, qui vont peser sur les valorisations. Est-ce que maintenant on peut revenir un petit peu sur le bilan de l'année 2022 de Remake Live, parce que c'est le lancement et un succès entre guillemets fulgurant, plus de 100 millions de collectes, des dizaines de premières acquisitions dans toutes les géographies, tous les secteurs. Donc déjà bravo. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette année, les challenges et ce qui s'est passé? Ouais, alors Remake Live a été créé en février 2022, donc c'est tout récent. Donc sa distribution a démarré en mars. Effectivement, on a à peu près 120 millions d'euros de capitalisation au 31 décembre 2022. C'est à peu près 18 actifs, d'autres en cours d'acquisition derrière. En fait, on a dit ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on a été extrêmement diversifié dans notre approche et assez opportuniste, avec un premier semestre finalement qui a été assez concentré sur la France et sur des thématiques foncières, c'est-à-dire qu'on a été capable d'acheter peut-être sur des taux de rendement initiaux un peu bas, en revanche avec des vraies croyances sur la valorisation du foncier. On pourra peut-être y revenir. Et le deuxième semestre, c'est là où les choses ont basculé dans le monde de la dette notamment et au niveau des taux dans le monde et en Europe. On a vu qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes à l'étranger et on a renforcé notre allocation étrangère. On a quasiment acheté en fait qu'à l'étranger en deuxième partie d'année. Tant et si bien qu'à la fin de l'année, finalement, on n'a aucun pays qui représente plus de 50% du portefeuille et on n'a aucune classe d'actifs qui représente plus de 50% du portefeuille. 4 pays ouverts. On regarde 2 autres pays en fait qu'on pourrait ouvrir à court terme. Et donc finalement, une SCPI qui est très diversifiée. On a aussi bien acheté du bureau, du commerce, que de l'industriel. Je dirais que à court terme, nous, ce qu'on sent, c'est qu'on est assez attentif sur le sujet commerce. Il y a probablement des opportunités à les capturer. Et également aussi sur l'industriel, il y a des sujets en fait qui nous intéressent, qu'on regarde de très près. Vous voyez, c'est très opportuniste. On est capable de passer du bureau à l'industriel. Quand vous parlez de l'industriel, c'est la logistique ou c'est un peu plus large que ça? L'industriel, ça va de l'activité à la logistique. Et au milieu, vous pouvez avoir des locaux PME. Vous pouvez avoir. Alors,
Vous voyez, nous on dit qu'on va toucher un peu à toutes les classes d'actifs immobiliers. En revanche, on va être assez en retrait de certaines classes d'actifs immobilières pour des raisons soit conjoncturelles, parce qu'on pense que les niveaux de prix sont arrivés trop et donc on n'est pas compétitif, je pense à la logistique notamment, ou alors pour des raisons structurelles qui sont liées en fait à un accès marché ou à des compétences dont on estime volontiers qu'on les a pas. C'est notamment le gros centre commercial, le commerce vraiment structuré sur lequel nous n'avons pas vocation à investir. Donc je dirais qu'à ce stade-là, logistique et gros centres commerciaux, ça ne fait pas partie de notre scope pour deux raisons complètement différentes. En revanche, tout le reste, ouais, on regarde de très près. Vous pouvez regarder par exemple dans la santé, parce que je sais qu'il y a quand même deux mastodontes qui sont là pour acheter, donc ça, forcément ça tire un peu les prix vers le haut. Est-ce que c'est des secteurs que vous regardez quand même sur des plus petites acquisitions que vous ne regarderez pas par exemple? Alors non, on ne va pas regarder parce que c'est une expertise un peu spécifique, un accès au marché spécifique, et je pense qu'il y a beaucoup de capitaux sur ce marché-là qui tirent effectivement les prix vers le haut, donc on reste plutôt en retrait, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fera pas demain. Donc on considère que la santé c'est un mécanisme, c'est un marché finalement un peu comme l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que l'exploitant tienne la route évidemment, parce que c'est pas une valeur immobilière que vous achetez, enfin généralement c'est plutôt la qualité d'un exploitant qui va pouvoir vous payer des loyers comme vous le faites avec l'hôtellerie. Or chez Remake Live, on a une approche qui est assez foncière, c'est-à-dire qu'on valorise plus la qualité du terrain que la qualité finalement de l'exploitant à générer des cash flows à l'infini. Pour illustrer mon propos, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que quand vous achetez un immeuble, vous avez un bail, donc vous avez la capacité à générer des loyers, c'est super dans une SCPI de générer des taux de distribution. Quand vous n'avez plus de loyer, vous avez un immeuble. Que vaut votre immeuble? Quand vous n'avez plus d'immeuble parce qu'il est complètement obsolète ou pas du tout adapté, vous avez un terrain. Donc si on oublie en fait d'aller jusqu'en bas, c'est-à-dire sur le terrain, et qu'on reste sur les cash flows, par exemple sur une activité hôtelière ou santé, on loupe un truc. Voilà. Donc nous, on est quand même assez attentif à ça, c'est qu'on vérifie qu'il y a quand même un sous-jacent foncier qui permette de faire autre chose potentiellement demain, voire même de créer de la valeur. En 2022 était une année de collecte record pour les SCPI. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds et de sociétés de gestion qui avaient de l'argent à placer. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que c'était une compétition qui vous a gêné dans vos acquisitions? Ou est-ce que vous avez réussi, de par votre agilité, votre diversification, à pouvoir éviter cela? Bien sûr, en fait, les CPI devraient collecter pas loin de 10 milliards d'euros, je crois, en 2022. Je n'ai pas les chiffres, oui, mais mon avis, ça à peu près dans ces eaux-là. Donc c'est 10 milliards d'euros de fonds propres, potentiellement avec un peu d'effet de levier derrière, pas beaucoup, mais un peu. Mais simplement, on a quand même une grande partie de ces investissements qui se font en France, là où nous sommes un peu moins présents, mais quand même aussi à l'étranger. Il ne faut pas oublier que le marché européen de l'investissement en immobilier d'entreprise, c'est à peu près entre 250 et 300 milliards d'euros, je simplifie. Donc du coup, le terrain de jeu est juste gigantesque. Donc on n'a pas en face de nous réellement des compétiteurs français, mais plutôt des investisseurs locaux, des vendeurs locaux. On peut en trouver, effectivement. Mais on n'est pas gêné par ça. Juste pour illustrer notre propos, l'année dernière, on a vu passer, à notre modeste échelle, nous sommes une petite société de gestion, mais on a à peu près vu 3,5 milliards d'actifs qui rentrerait dans le scope de la SCPI. On a réalisé à peu près 130 millions d'euros d'investissement, donc on a quand même une capacité de sélection qui est forte. Vous savez, bien investir, c'est pouvoir choisir. Mal investir, c'est quand on ne peut pas choisir. 3,5 milliards, 125 millions d'euros d'investissement hors droit, on est à l'aise. Donc nous, on n'est pas contraint par rapport à ça, encore une fois, parce qu'on est opportuniste et assez et diversifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la stratégie foncière de Remake Live? Voilà, alors justement, ce qui fait une spécificité de Remake Live, c'est qu'on a cette fameuse stratégie de la valeur foncière. Je l'illustre par ce propos, c'est que lorsqu'on a un immeuble, on a un bail, donc on s'intéresse au bail, on s'intéresse au cash flow, à la capacité à générer les loyers. Lorsqu'on n'a plus de bail, on a un immeuble. Que vaut-il techniquement? Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il est bien dans son environnement? Puis lorsqu'on n'a plus d'immeuble, on a un terrain. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, et on a tendance à l'oublier peut-être un peu dans le monde de la SCPI, parce qu'on regarde surtout le taux de distribution, sans vraiment s'intéresser au reste, c'est de regarder aussi la valorisation foncière. Donc c'est ce qu'on fait dans Remake Live. Donc ce qu'on veut, c'est constituer un moteur supplémentaire de performance qui s'appelle la valorisation foncière, la valeur foncière. Et on va s'attarder à regarder dans nos investissements immobiliers s'il n'y a pas quelque chose à faire sur cette valeur foncière. Illustration, lorsque vous achetez un immeuble de bureau sur un très grand terrain, donc un immeuble de bureau de taille moyenne, mais sur un très grand terrain, que sur le terrain d'à côté, vous avez de l'habitation qui se crée, qui est deux fois et demi plus dense que votre immeuble de bureau, que votre immeuble de bureau, vous l'achetez à 2 000 € du mètre, et qu'à côté, la parcelle se vend sur du résidentiel à 5 000 € du mètre, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que sur le moyen terme, il va se passer quelque chose sur votre parcelle. Et que pendant tout ce temps qui se passe, entre le moment où vous avez acheté et puis le moment où il se passera éventuellement un truc, que vous avez des cash flows,
finalement, vous faites une stratégie de portage foncier avec du rendement en fait attaché. C'est ça qu'on veut mettre en œuvre sur Remake Live. Alors, on ne le fait pas systématiquement parce que ce sont des objets un peu particuliers, mais on va être capable de s'éloigner des hypercentres urbains, qui coûtent très cher, hein, acheter des terrains de grande taille sur lesquels on a de l'immobilier, des cash flows et donc des rendements plutôt élevés, c'est pas mal ça pour la SCP d'avoir des rendements élevés, et puis avec l'idée derrière de faire éventuellement quelque chose du terrain. Attention, on n'est pas promoteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'opération de promotion, mais comme on sait fabriquer, on comprend évidemment ces schémas de promotion, on peut être à même de valoriser ce terrain au mieux le jour où il y a une opportunité de sortie. En attendant, évidemment, on capture des loyers. Deuxième chose, c'est qu'on est prêt aussi à acheter des immeubles qui ne sont pas forcément en fait, au tout dernier standard en matière de qualité technique. On est labellisé ISR, on a une obligation d'amélioration de ses actifs. C'est plutôt pas mal parce que quand on achète ces immeubles-là, en face de nous, on n'a pas beaucoup de concurrence. Donc on est quasiment les seuls vis-à-vis du vendeur. Donc on a un levier de négociation qui nous semble être plus important. Et en face de cela, on va venir mettre un plan de travaux pour, fidéliser le locataire, le rendre heureux dans son immeuble et qu'il reste, c'est quand même l'objectif recherché. 2, valoriser l'actif, ça ok, et donc fidéliser le locataire et capturer des rendements plus longs. Donc nous, notre arbitrage, c'est plutôt de regarder des actifs à retravailler du point de vue technique, sur des fonciers plutôt de grande taille, sur lesquels il pourrait se passer quelque chose dans un avenir plus ou moins lointain. C'est ça la stratégie de valorisation foncière. D'accord, très clair. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu, parce que les clients chez Louvainvest, ils aiment bien se projeter un petit peu sur voilà, quelque chose qui soit spécifique et qui soit un peu la marque de fabrique de chaque SCPI. Est-ce que vous avez un bien un peu emblématique de Remake dont vous souhaiteriez nous parler, ou des acquisitions que vous allez faire ou vous souhaitez faire? Bien sûr. Alors on est fiers de toutes nos acquisitions, mais comme on est opportuniste, on peut avoir en fait des objets qui sont assez éloignés les uns des autres. Je vais vous prendre un exemple parce qu'il est récent, il vient de se produire il y a un mois, et il montre un petit peu l'agilité qu'on souhaiterait avoir dans les semestres qui viennent. On est entré dans le marché irlandais. On n'est pas les premiers, on ne sera probablement pas les derniers. Le marché irlandais, l'Irlande est un petit pays, mais avec un marché de l'immobilier d'entreprise extrêmement transparent, fluide et avec pas mal de liquidités. L'avantage de ce pays-là, c'est que c'est la porte d'entrée des entreprises américaines en Europe, d'abord pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons de barrière de la langue, etc., et culturelles. Et c'est aussi désormais le point d'entrée du Royaume-Uni, en fait, dans l'Union européenne depuis le Brexit. Donc du coup, nous on pense que fondamentalement c'est un marché qui va être costaud, qui va être fort. Et quand vous allez visiter Dublin, vous voyez les docks et tous les changements qui sont opérés dans la ville depuis 20 ans, c'est assez incroyable. Donc pour nous, c'est un hub qui va, même si aujourd'hui, compte tenu des déboires de la tech, il peut y avoir des soubresauts, c'est un hub qui va continuer de fonctionner. Donc on aime bien ce pays fondamentalement, mais ce qui se passe, c'est que c'est un pays, comme je le disais tout à l'heure, qui a un fonctionnement avec des financements généraux à taux variable, et donc des investisseurs qui sont très mobiles sur leurs investissements. Et il se trouve aujourd'hui qu'il y a des opportunités d'investissement à saisir en Irlande qu'on n'aurait pas eu il y a un an, et on a acheté un actif en plein centre-ville de Dublin, c'est vraiment l'hypercentre, un magnifique immeuble, esthétiquement très joli, mais qui a été entièrement restructuré il y a une dizaine d'années, avec des plateaux filants pour faire du bureau très qualitatif, loué à 2 entreprises, dont une entreprise d'État, et on a capturé cet actif à un taux de rendement effectif de 6,1%. Concrètement, je ne sais pas si ça parle à chacun d'entre vous, mais cet actif-là, on l'aurait acheté un an avant, probablement qu'il aurait été vendu à un rendement de 4,75. C'est à peu près un écart de valeur de 20%. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on aime faire, c'est entrer sur des points qui nous semblent être des points bas du marché, entrer dans ces pays-là et constituer du patrimoine, en fait, avec des taux de rendement élevés et des niveaux de valorisation qui nous semblent être raisonnables. Attention, ce que je donne, c'est un exemple. Comme on est opportuniste, les prochains investissements seront peut-être assez différents de celui-là. Un dernier volet dont on souhaitait parler, c'était la partie ISR et l'engagement que vous avez pris chez Remake, puisque vous êtes l'une des seules SCPI, voire peut-être la seule, je crois, à avoir choisi d'avoir une poche sociale dans votre fonds. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous parler aussi un petit peu plus de la partie ISR, parce que vous êtes lancé, vous avez eu très vite le label, quel est votre engagement là-dessus, et surtout, quelque chose qu'on aime bien savoir ou comprendre, c'est quel va être le coût sur la performance de cet engagement ISR, puisque c'est un coût généralement de quelques... Oui, un coût.
dixièmes de pourcent, mais... C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors c'est important parce qu'on tient beaucoup à cette stratégie d'investissement. Ça fait d'ailleurs partie des fondements de la société de gestion. Donc on systématisera le lancement de produits qui auront cette thématique. Alors le label ISR ou peut-être un autre label plus adapté à d'autres produits, mais en tout cas à chaque fois on aura cette thématique avec une force importante de l'ESG dans nos gestions. Et ce qu'on a voulu faire en fait dans Remake Live, comme je vous l'ai dit, on a un biais valeur foncière. Ça veut dire qu'on est capable d'attendre et de laisser maturer l'immeuble pour que la valeur foncière prenne de la valeur, de l'importance. Ça peut prendre du temps. Ça tombe bien, on a des clients qui restent très longtemps investis dans la SCPI, donc nous on a le temps d'attendre dans une SCPI. Le seul truc, c'est que quand vous valorisez votre foncier, vous créez aussi ce qu'on appelle des phénomènes de gentrification. C'est-à-dire que vous êtes là, puis votre terrain, en fait, il prend de la valeur parce qu'autour de vous, il y a des transports en commun qui se créent, il y a de l'habitation qui se crée, et donc vous êtes tracté finalement par le reste du marché. J'ai envie de dire, bien malgré vous, hein, parce que vous êtes juste détenteurs de foncier. Et donc, on a senti que ça générait quand même un biais, c'est que finalement, c'est une approche légèrement spéculative, mais très long terme. Et donc, on a voulu finalement contrebalancer cet effet spéculatif au sens étymologique du terme, en disant, très bien, on sait qu'on va être amené à gentrifier des secteurs qui peut-être un jour vaudront plus cher. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consacrer une partie de la collecte à essayer de limiter cet effet-là en promouvant des actifs à fort contenu social. Alors c'est quoi des actifs à fort contenu social? C'est essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement du logement social. C'est-à-dire qu'on va investir dans du logement social, typiquement là où on aurait aussi investi de l'immobilier de bureau. L'idée en fait c'est de dire, à notre mesure, contribuer à ce que le développement des zones dans lesquelles on investit, ou des zones qu'on considère qu'elles vont se valoriser dans le temps, soit des zones qui vont se développer de façon inclusive avec justement ce logement social. Et c'est du vrai logement social, c'est pas du logement intermédiaire. Donc du coup, on achète dans des conditions en fait de prix qui sont relativement élevées, parce que les clients savent que sur cette poche sociale, ils peuvent s'attendre à 0% de performance. Donc le deal, c'est de dire, grâce à cette poche, on va limiter en fait les effets qu'on peut avoir sur nos stratégies d'investissement sur le long terme. Alors, ça, cette poche sociale, c'est en plus de l'engagement ISR. Vous savez que dans l'immobilier, l'investissement socialement responsable, il est généralement best in progress. Ça veut dire que vous achetez des immeubles et vous vous engagez dans un délai de 3 ans, c'est pas beaucoup 3 ans, hein, à améliorer l'environnemental, le social et la gouvernance, ESG, de votre immeuble. Ça veut dire que vous avez un plan de travaux, vous avez un plan d'amélioration qui est coûteux, qui doit donc être pris en compte dans le prix d'acquisition. Donc nous sommes bien évidemment ISR parce qu'on ne pouvait pas considérer qu'on ne le soit pas, d'accord ? Et en plus, on vient rajouter sur le volet social de l'ESG cette poche sociale qui vient renforcer notre vocation sociale, qu'on aura d'ailleurs régulièrement chez Remake Asset Management. Alors combien ça coûte ? Parce que nous, ce qu'on considère, c'est que en France, la philanthropie, ça n'existe pas trop, ça existe dans d'autres pays. C'est avant tout un produit d'épargne, hein. Quand on investit dans une SCPI, c'est pour ses vieux jours. Et du coup, nous, ce qu'on a souhaité, ce qu'on vise, c'est la performance absolue. Il nous faut de la performance parce que le client va chercher avant tout de la performance pour son épargne. En consacrant cette poche de 5 à 10% de social, on a à peu près engagé 9,5% de la collecte l'année dernière en logements sociaux, 70 logements sociaux, donc c'est vraiment un vrai impact sur les 120 millions d'euros de capitalisation. Eh bien, c'est à peu près 15, 20, jusqu'à 30 centimes de taux de distribution qu'on abandonne. Remake Live, l'année passée, c'est en taux de distribution 7,64 de taux de distribution, incluant cette poche sociale. Je ne dis pas qu'on va réitérer ça dans le futur. Notre performance prévisionnelle sur 10 ans, c'est de l'ordre de 5,9% en TRI et dont 5,5% en taux de distribution. Donc si on arrive à le battre, on est ravis. On l'a battu l'année dernière. Tout ça pour vous dire qu'on arrive en fait à faire du social et à financer des logements sociaux sans que ça casse vraiment la performance. Et je vais vous dire, moi je préfère un râteau qui a plein de dents, qui ratisse beaucoup de collègues, qui consacre quelques dents au social, plutôt que de faire un petit râteau qui ne collectera pas beaucoup de collectes, mais qui consacrera 100% de cette collecte au social, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Donc on préfère plutôt être très large et consacré en social, et finalement, en tout cas on voit qu'en 2022, ça a plutôt fonctionné de ce point de vue-là. D'accord. Merci beaucoup Nicolas. Je pense Merci qu'on a couvert Merci de de votre tout ce qu'on voulait sur la SCPI Remake Live. Merci à vous.